Bonjour tout le monde, donc Flavien Vidal et aujourd'hui on est avec une Subaru WRX STI ou pas, on va voir ça tout de suite, de 1994, de juillet 1994 pour être précis. Donc cette voiture là, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle est, c'est un setup pour circuit en fait. Donc on va voir tout à l'heure dans le test de la voiture, c'est très dur niveau suspension. Les ponts avant-arrière ont probablement été aussi, ont eu le droit à un petit upgrade, ce qui fait que c'est vraiment pas une voiture de tous les jours qui est facile à utiliser. L'embrayage, c'est aussi un embrayage course, donc vous allez voir que c'est pas forcément la conduite de tous les jours idéale. La voiture en elle-même, donc, c'est un moteur EJ20 de environ 250 chevaux pour 2 litres, ce qui est vraiment pas mal du tout pour un moteur de cette taille-là. Et on va voir tout de suite ce qu'elle a sous le capot. Et voilà donc le cœur de la bête. Donc EJ20 avec un seul turbo, plutôt d'origine, une émission d'air un peu différente. Mais sinon, à part ça, tout est vraiment d'origine. Je crois que cette barre aussi, désolé, c'est le côté Vandame qui ressort, est aussi d'origine sur cette voiture. Ça serait à vérifier. Un intercooleur, donc je ne sais pas comment est-ce que ça s'appelle en français. Un intercooleur qui est sur le dessus donc, du moteur, avec une entrée d'air sur le capot juste en dessous. Capot qui est assez léger, probablement en aluminium. Et donc voilà, alors la question principale c'est est-ce que c'est une STI ou pas? C'est assez difficile à dire. Je vais prendre la caméra en fait, ça va être plus simple. Hop, et on va filmer ça là. Voilà, hop, je vais juste enlever. C'est très amateur, désolé. Je vais couper ce montage peut-être ou pas. Hop, donc. Ici, on a la plaque en question. Donc EJ20 GDW2HE. Donc ça veut dire que ce moteur est à pont fermé. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on le dit aussi en français. C'est closed deck engine. Il y a deux types de moteurs sur celle-là, les ponts fermés et ponts ouverts. Comment les reconnaître? En fait, ça va pas être visible sur la vidéo, mais juste ici, juste derrière la connectique d'une sonde qui est tout au fond là-bas. Hop, je sais pas si vous pouvez voir, mais là en fait c'est cranté sur le moteur. Il y a des espèces de un petit quadrillage, et ce petit quadrillage en fait indique que le bloc moteur de cette Subaru est donc celui qui peut prendre le plus de puissance, donc à pont fermé. À pont ouvert, il n'y a pas ce petit côté cranté là, et c'est des moteurs donc, qui n'étaient pas sur les STI, mais des non-STI ont aussi eu ce moteur. Donc pour savoir ce qu'on a, c'est assez difficile. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à me le dire, parce que je ne suis pas capable de vous dire si cette voiture est une STI ou pas. Bon, on va passer à l'intérieur. Donc, l'intérieur maintenant. Alors, la spécificité de Subaru, c'est de faire des intérieurs, en tout cas à cette époque-là, des intérieurs très résistants au temps. Cette voiture a quelque chose comme 183 000 km, et même principe qu'avec la R33, c'est pas mal, c'est quand même beaucoup pour le Japon. En général, une voiture avec plus de 120-130 000 km, ça commence en général, c'est le moment où ils les envoient à la casse. Hein. Ici, il faut être honnête, elles font pas vraiment très long feu. Mais les Subaru ont un intérieur, donc c'est plastique dur, hein, typique années 90, ça y a rien, il ne faut pas s'étonner. Mais si on regarde, donc à part évidemment les deux attaques de cigarettes, donc il n'y a pas de trou de boulette hein, au Japon, juste pour être clair, c'est des cigarettes. Il n'y a pas vraiment acheter de l'herbe ici, c'est pas gérable. Du shit encore moins, donc ce ne sont pas des trous de boulettes, ce sont des trous de cigarettes. Et à part ça, l'intérieur a tenu le coup, mais de façon vraiment exceptionnelle. Le dash, désolé, je ne connais pas les mots français. Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Bon, désolé, j'ai vraiment l'air con, mais c'est le dash donc de la voiture, le tableau de bord de la voiture est en état, là, il n'y a pas de crack, il n'y a pas il est juste vraiment bien, là, un petit peu là pour être un peu poli, juste histoire de redonner un peu de couleur.
mais tout a tenu extrêmement bien. Les plastiques il n'y a pas d'égratignures partout, il n'y a pas de... Subaru pour le coup, bravo. Les sièges, même principe. Ce côté-là, on va dire peut-être que la mousse est un petit peu pourrait être faite, mais c'est un intérieur d'une qualité exceptionnelle. Les portes, même chose, là, tout, il n'y a aucun signe d'usure, ce qui est absolument incroyable pour une voiture japonaise des années 90, surtout quand on compare avec les R32 GTR par exemple, avec leurs sièges, qui partent en morceaux au bout d'un moment, les Suzuki Cappuccino avec les sièges qui craquent, qui cassent. Juste exceptionnel niveau intérieur et d'une qualité vraiment à toute épreuve. Donc, pour le coup, bravo Subaru, c'est vraiment impressionnant. Les sièges arrière, donc c'est une 4 portes. Les sièges arrière sont plutôt pareil, c'est comme si j'avais jamais servi en fait. Un intérieur juste exceptionnel en général, de la place, pas beaucoup de retenue à l'arrière, mais comme je dis toujours pour les voitures comme ça, si vous allez rouler en montagne, je recommande pas vraiment d'avoir du monde derrière. Ça se transforme en une voiture très dégueulasse après, une fois que les personnes derrière ont vomi, donc à éviter. Voilà, on va passer pour maintenant faire un petit tour en ville et ensuite la montagne. C'est parti. Donc nous voilà en ville, même chose que la dernière fois, toujours entre Kobe et Osaka, et c'est là qu'on prend cher avec cette voiture. C'est vraiment pas l'idéal. Vous allez voir les démarrages en première, c'est très bruyant, le différentiel et le pont autobloquant, je sais pas si c'est à l'avant ou à l'arrière, mais il y en a un des deux qui est vraiment bruyant, façon diff qu'on a sur des voitures de course. Donc ouais, c'est pas l'idéal vraiment, mais donc il y a le principe, c'est que l'embrayage en fait normalement c'est vraiment pas doux quoi. C'est rouler doucement, puis là la route est plate hein, mais quand même ça secoue, ça saute, ça craquelle, ça bruite, ça machin, ça pas vraiment l'idéal hein. L'embrayage est assez lourd, c'est pas ce qui se fait de mieux pour ce genre de conduite, donc c'est vraiment une horreur, c'est vraiment horrible hein, comme bagnole niveau conduite en ville, et pas vraiment quelque chose que je recommande, surtout quand je rétrograde en première. Si je rétrograde en première, et là on s'arrête. Ouais, vraiment pas l'idéal, mais bon, on va voir ce qu'elle donne en montagne, ça va sûrement être un peu mieux. Nous voilà donc pour l'essai routier en montagne. Donc comme je le disais, cette route est assez plate, je veux dire, elle n'est pas trop bosselée, mais ça se sent quand même hein. Donc vraiment une bonne puissance, le volant est assez précis, on pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu plus rapide, mais ça fait très bien l'affaire hein. Sur cette route, il y a énormément de motos, de personnes en moto qui roulent, donc il faut être surtout rester sur sa ligne tout le temps, c'est vraiment le plus important ici. La route n'est pas super large et il faut que ce soit vraiment un respect draconien de la ligne sur laquelle on est, parce que les motards roulent très vite sur cette route. Il y a même des courses de moto illégales bien sûr, qui se passe sur cette route, et beaucoup de virages en aveugle. Mais revenons-en à la voiture en elle-même. Un petit peu sous-vireuse, mais par contre dès qu'on lâche l'accélérateur, le cul part très vite. Donc il faut quand même bien faire attention. Toujours un petit peu de... Ah, et bah malheureusement. Alors le problème
problème avec cette route, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'espace pour laisser passer. Donc quand on a quelqu'un comme ça, bah c'est mort en fait, hein, le reste de la vidéo. Il n'y aura pas vraiment plus d'essais que ça. Parce que quasiment jusqu'au sommet, il n'y a pas moyen de dépasser ici. Donc je vais couper un peu le montage et puis bah, avec un peu de chance on va revenir dans pas longtemps pour un peu plus de un peu plus long un essai un peu plus long, pardon, j'ai du mal à m'exprimer. Bon, bah on est reparti, on a trouvé l'endroit où la voiture peut nous laisser passer. Donc on est reparti pour un peu plus d'essais. Des freins très précis, vraiment agréables. Toujours rester un peu sur l'accélérateur pour pas que le cul parte. On va être principalement en seconde sur celle-là. La route est vraiment étroite et les virages c'est assez tortueux comme on peut voir. La boîte, on a vraiment l'impression qu'elle prend très cher parce que dès que je relâche l'embrayage, vraiment il n'y a pas de ressort en fait je pense dans l'embrayage en lui-même, ce qui fait que ça tape sur la boîte. Je relâche, je sais pas si vous pouvez entendre, mais la boîte prend vraiment très cher. La température, elle, reste parfaitement au milieu comme elle doit être. C'est une bonne bagnole, j'aime vraiment bien cette voiture. Pas l'endroit idéal pour se garer, mais pourquoi pas. Comme je disais. Cycliste aussi. Donc ici même un cycliste pour le dépasser, il faut faire vraiment gaffe parce que c'est vraiment, ils arrivent à Mach 2. Hein. Je sais pas les pointes qu'ils peuvent atteindre en moto là-dessus, mais il y en a certains, j'ai vraiment du mal à les suivre quand je suis derrière. Voiture, c'est assez impressionnant. Vraiment un turbo qui est assez lent à démarrer. Faut vraiment atteindre les, je sais pas trop, peut-être 4000-4500 tours pour être vraiment avoir le turbo à fond. Mais considérant la dureté des suspensions, c'est franchement pas trop mal. Je m'attendais à pire et à souffrir pas mal plus que ça. Alors l'embrayage, il est vraiment hardcore. Même une moto comme ça, je sais pas si je vais pouvoir la passer vraiment. C'est quelqu'un qui travaille ici en plus. Peut-être qu'après la blanche là, ça devrait aller. Alors avec le turbo lag, avant d'avoir un petit peu de puissance pour passer, faut quand même pousser. Une voiture qui est beaucoup plus adaptée à la conduite un peu sportive que, dans l'état dans lequel elle est, dans la condition actuelle avec les suspensions et l'embrayage, qui est un peu plus adaptée à ce genre de conduite en montagne qu'en ville. En ville, c'est vraiment pas pratique. Même un petit peu avec un petit coup d'accélération, je sais pas exactement ce qu'ils ont fait sur le différentiel. C'est pas quelque chose de normal sur une Subaru.
deuxième à la troisième. Même en attendant, je connais pas trop les moteurs Subaru, je sais pas s'il faut que je monte dans la ligne rouge ou pas. Je m'arrête vraiment en bas de la ligne rouge. Je sais que certains moteurs au Japon ici, ils aiment en fait passer plus loin que la ligne rouge au moment de passer la vitesse. Ça évite d'avoir justement ce creux dans entre la deuxième et la troisième, et entre les vitesses en général. Donc, je sais pas trop. Ouais. Les sièges tiennent vraiment bien. Pour des sièges d'origine, c'est limite vraiment impressionnant d'ailleurs. Bon, bah, nous voilà pratiquement au sommet de Monroko. Encore quelques centaines de mètres. Et de toute façon, on a rattrapé quelqu'un. Une Mazda 2. It's a Mazda 2 here, right? Mazda 2 in US. And 2 in the US. Une Mazda 2 aux États-Unis et en Europe. Et c'est une Demio ici. Mazda Demio. Bon, voilà. Bah, on est parti pour la conclusion. Donc, conclusion pour cette Subaru WRX de 1994. STI ou pas, c'est un peu la question. Donc comme je disais, si vous avez des informations, n'hésitez pas à me le dire parce que je sèche si c'en est une vraiment ou pas. Mais une voiture vraiment très agréable pour quelqu'un qui recherche quelque chose de un peu hardcore, on va dire. Quelqu'un qui voudrait se mettre à la conduite de montagne ou à la conduite sur circuit. Je crois que c'est vraiment l'idéal pour avoir une première 4 roues motrices sur circuit. Elle est vraiment solide, on sent que tout est fait pour vraiment tenir le choc malgré les suspensions super rigides et l'embrayage vraiment en béton armé. Mais une voiture qui est vraiment marrante à conduire sur montagne. Comme je disais, des suspensions un peu plus molles aideraient vraiment beaucoup, mais une d'origine serait certainement beaucoup plus adaptée, on va dire, à ce genre de conduite. Donc la voiture en elle-même, donc la voiture est vendue, hein, elle part vers les États-Unis, puisque tout ce qui a 25 ans comme ça part directement vers les États-Unis. Ils achètent vraiment tout ce qui est voiture de sport et qui part, tout ça part là-bas directement. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. J'essaierai de bosser un peu les noms en français avant de faire les vidéos. Et la prochaine fois, qu'est-ce que ça pourra être? Peut-être une Suzuki Cappuccino. J'en ai plusieurs qui arrivent, donc je vais sûrement en prendre une pour faire un tour et vous montrer un peu donc quelque chose qui est vraiment pour le coup unique et très rare en France, même si c'est assez commun au Japon. Et donc, en espérant que la vidéo vous a plu, et à la prochaine. Bye bye.